Bien, je pense qu'il est l'heure. Un punto, c'est l'heure. Merci. Bienvenue à toutes et à tous, mes chers collègues, pour ce conseil municipal habituel. Et comme il est de pratique et de coutume, c'est Élise Auchard qui va faire l'appel. Bonsoir. Donc Francis Salabert. Présent. Virginie Blandin. Présente. Gérard Charassier. Présent. Françoise Blondel. Présent. Alain Canac. Yvette Duboc. Jean-François Leperf. Absent. Pouvoir à Monsieur Canac. Ariane Soulier. Alain Présaché. Présent. Quelle entrée en scène. Denise Audron. Christophe Had. Absent. Pouvoir à Madame Blondel. Lorena Touna. Florian Lemaire. Arnaud Mouillard. Marie-Claude Heranval. Joël Le Soif. Céline Vivet. Jean-Michel Rasse. Élise Auchard présente. Olivier Fay. Catherine Desroires. Marie-Christine Comard. Denis Auchard. Absent pour l'instant. Madame Saténique Busset. Pouvoir à Madame Auchard. Florent Ferrand. Françoise Degnaud. Thierry Soudet. Dominique Taladin-Chauvel. Absente pour l'instant. William Pina. Michel Dussault. Guillaume Le Prévost. Absent. Laurent Bénard. Pierre Hurtebise. Absent. Bien, merci. Sans être un grand calculateur, on peut dire que le quorum est atteint, donc on pourra délibérer valablement. Premier point de l'ordre du jour, là aussi, c'est une habitude, l'adoption du procès-verbal de la réunion du 2 avril dernier. Y aurait-il des commentaires, des choses mal retranscrites? Madame Degnaud. Oui, j'ai des demandes d'éclairage. Le micro. On s'installe. Bon. Alors, ça concerne la délibération numéro 14. Je souhaiterais qu'on ait un peu plus d'éclairage. Cette délibération était sur l'approbation de principe de recours à une délégation de service public et autorisation de signature pour le regroupement de commandes liées au déploiement d'infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, pilotées donc par le syndicat départemental d'énergie de Seine-Maritime. En effet, je trouve qu'on n'a pas eu beaucoup d'éclairage sur l'investissement. Il faut savoir qu'IFTO est adhérente au SDE 76 pour les écarts. Alors, attendez, je vous coupe de suite, hein. Ça n'a rien à voir, le procès-verbal. Bah, dommage, parce que ça aurait été bien que donne un éclairage. Non, attendez. C'est votre appréciation, je l'accepte, mais ça n'a rien à voir, le procès-verbal. Le procès-verbal, c'est de savoir, dans l'orientation et les débats qu'il y a eu, si c'est correctement retranscrit, c'est tout. Alors c'est que ça vous correctement semble retranscrit. Insuffisant, je vous ferai un courrier pour qu'on réévoque le projet lors du prochain conseil communal. Si ça vous semble insuffisant, c'est votre appréciation. Nous, on a donné les termes qu'on devait donner, et c'est un procès-verbal, c'est le reflet de ce qui a été dit. Oui. Si ça a été mal retranscrit, je peux entendre. Là, c'est simplement votre appréciation. Vous estimez qu'il n'y a pas assez d'éclairage sur le dossier. Vous en êtes responsable de cette déclaration, point barre. Ça n'a rien à voir avec le procès-verbal. Moi, j'en tiens toujours l'ordre du jour. Le procès-verbal qui vous est présenté, s'il n'y a pas de remarques contre, on va passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Moi, du coup. Merci. Deuxième point. Je reviendrai quand même sur ce point avec une question que je porterai au prochain conseil municipal. Si vous souhaitez d'autres questions, n'hésitez pas, vous envoyez un courrier et ils seront pris en compte en temps et en heure comme nous faisons. Je veux dire, j'ai pas d'obstacle ni d'observation particulière, ni d'état. Ici, tout le monde a le droit de poser des questions qui y a à l'ordre du jour. Et s'il y a des questions complémentaires, à partir du moment où ils arrivent dans le délai recommandé et repris au règlement intérieur, je n'ai pas de commentaire particulier sur ce point. Merci. Deuxième point, l'adoption, c'est vu. Les communications. Les communications, là c'est l'avis entre deux conseils, décisions, etc. Y a-t-il des remarques? Monsieur Bénard.
Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Oui, alors, je voulais faire une remarque et deux petites questions complémentaires pour mon éclairage personnel. La remarque, elle concerne la 225-60 et la 225-62. C'est un sujet qu'on a déjà très largement évoqué ces dernières années, qui concerne les bris de glace lors des tontes, des différentes tontes qu'on peut faire sur la ville. On avait évoqué des matériels spécifiques qui étaient adaptés sur les rotos, tondeuses, etc. de nos agents. Alors la première question, c'est comment se fait-il qu'on puisse encore avoir des dégâts comme ceci? La deuxième chose, parce que au-delà du coût, ici on est déjà à 7 à 800 euros. On commence seulement la saison, on n'est pas arrivé au mois d'octobre. On est déjà à 800 euros de frais et au-delà des frais, je me pose aussi question par rapport au préjudice pour les habitants qui subissent ce genre de dégâts. C'est quand même très embêtant de voir son véhicule arrêté, immobilisé, se faire prêter un véhicule parce qu'on ne peut pas rouler, parce qu'il soit il n'y a plus de pare-brise, soit il n'y a plus de vitres latérales. Donc est-ce qu'on ne peut pas définitivement trouver un moyen qui permette de ne plus avoir ce type de dégâts, parce que ça nous coûte très cher et c'est extrêmement préjudiciable aux habitants. Merci. Alors, premièrement, toutes les dispositions sont prises, mais il y a le mot accident. Le mot accident, malgré toutes les dispositions qui peuvent être prises, un accident, c'est ponctuel, c'est quelque chose qui n'était pas prévu, qui arrive, comme dans la circulation, c'est comme tous les autres points. Les consignes ont été données, Madame Blandin qui s'occupe services techniques notamment, les consignes ont été données. Après, il y a les mesures sont prises. Maintenant, l'accident par définition, on ne peut pas le définir plus que ça, ni le programmer. On ne programme pas l'accident, on le subit. Virginie, tu veux rajouter quelque chose? Donc, comme on s'était dit, suite aux dernières fois, on a changé les équipements, on a ajouté des équipements. Il s'avère qu'il y a encore de temps en temps des choses, donc l'analyse continue pour voir comment adapter de manière complémentaire, mais je rappelle qu'une débroussailleuse, on peut mettre des protections. Il n'empêche que de temps en temps, s'il y a un caillou, ça peut partir et on met des protections effectivement pour éviter d'abîmer les carrosseries, etc. Il arrive encore de temps en temps que ça se produise et l'ensemble des personnels a été reformé et réinformé de l'ensemble des moyens à utiliser. Alors, pour répondre à monsieur le maire, je dirais qu'un accident, ça doit rester exceptionnel. Ici, en début de saison, on est déjà 2 fois. L'année dernière, on en a fait une dizaine. Bon, il y a un moment, c'est plus de l'accident quand c'est récurrent. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une organisation qui permettrait, même pendant 2 heures, sur un certain secteur, de limiter le stationnement pour éviter les accidents? Tout simplement, c'est ce que vous appelez des accidents. Je vous dis, moi je trouve que c'est dommage de s'équiper et d'être encore dans cette situation en début de saison. Très bien, mais je vous dis, les consignes sont données, les matériaux sont là. Après, je vous dis, quand je parle d'un accident, il y en a tous les jours. Je ne parle pas que de ce point-là. Tous les jours, dans la circulation, il y a des accidents. Il y a quelque chose qui est impromptu, chose qui n'est pas prévue. Et là, à l'impossible, nul n'est tenu quand même. Nous essayons de faire le maximum. Ce que je peux vous dire, nous essayons de faire le maximum. Après, évidemment, nous essayons de tendre vers le moins d'interruptions de ce type. Donc effectivement, ça nous semble important, mais quand on regarde le nombre de kilomètres qui sont désherbés, ça représente une faible proportion. Et moi, pas de souci à interdire le stationnement, mais vu que les gens vont être stationnés, on va faire enlever les véhicules. Parce que c'est ça, s'il y a un arrêté d'interdiction de stationnement et qu'il y a des véhicules stationnés, on va faire enlever les véhicules. Je ne suis pas sûr que les gens soient plus contents d'avoir leur véhicule à la fourrière. Donc il faut qu'on trouve un compromis le plus acceptable. Des moyens ont été renforcés pour limiter ces accidents. Il y a des secteurs où effectivement le risque est peut-être plus important et on peut peut-être faire de l'interdiction de stationnement, mais la généralisation ne me semble pas être une solution idéale parce que ça va créer d'autres problématiques. Oui, je comprends bien qu'il peut y avoir des problèmes d'organisation, mais sur certains secteurs, ça reste quand même des durées extrêmement limitées d'intervention.
un stationnement interdit pendant 1 heure ou 2, ça me paraît pas complètement dingue. Et puis derrière ça, enlever les véhicules des gens, non. À partir du moment où ils ont été prévenus qu'il y a un risque, après c'est autre chose. Vous comprenez, il n'y a pas forcément besoin d'enlever. Bon, on peut peut-être clore ce petit débat, hein, c'était juste un sentiment personnel par rapport à la gêne qu'on occasionne sur les personnes. Très bien, mais ensuite... Attendez, pas fini. Monsieur Bénard, encore. Monsieur Bénard, encore. Alors, oui, j'avais besoin d'une petite information sur la 2025-61 qui concerne un accès au module API particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, ce module API particulier, s'il vous plaît? Comment ça s'appelle, concernant la société à la Belge dans le 31 pour Berger-Levrault. Ce point a été mis en place notamment pour le calcul du coefficient familial. C'était un avenant qu'on a par rapport à ce logiciel, pour le quotient familial. Voilà. Moi, j'ai des questions. Alors, je vais continuer. Je ne sais pas, monsieur Bellard, vous avez terminé? Encore une petite information pour ma gouverne, parce que j'ai vu sur la 2025-67 qu'on avait fait un avenant sur un délai d'exécution, supprimer une prestation relative aux travaux de voirie de la rue du Mont-Asselin. Et bon, j'habite cette vue, j'ai pas vu de travaux, mais bon, ceci dit, je suis peut-être passé trop vite pour les voir. Cet avenant fait suite à la découverte d'amiante sur le chantier, sur un chantier de voirie. À quoi ça correspond, cette découverte d'amiante? Je peux vous expliquer. Aujourd'hui, oui, merci, dans la composition des enrobés, il y a de l'amiante. Donc on est tenu, chaque fois qu'on va faire de l'enrobé ou qu'on détruit déjà de l'enrobé, ce qu'on appelle un décroutage ou autre, aujourd'hui il y a de l'amiante, on est obligé d'avoir une disposition particulière. Donc il s'agit d'enrobés qui se trouvent dans la rue du Mont-Asselin. Notamment, tous les enrobés qui ont été faits à une certaine époque. À une certaine époque, voilà. Oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas vu de goudron installé dans la rue du Mont-Asselin depuis... j'y habite depuis 40 ans d'ailleurs. Aujourd'hui, dans tous les enrobés, maintenant évidemment les méthodes sont nouvelles, mais dans les enrobés, on retrouve de l'amiante. C'est pour ça qu'il y a une disposition de stockage et surtout de décharge spécifique par rapport à l'amiante. Et donc, avant chaque travaux, on fait des carottages, en fait, pour vérifier, on fait analyser. Et en fonction de l'analyse, il y a des précautions particulières à prendre ou pas, en fait. Enfin, je suis content d'apprendre qu'a priori, on devrait pouvoir commencer à travailler sur la rue du Mont-Asselin, qui attend depuis un demi-siècle qu'elle soit remise en état. C'est ce qui est prévu. Et j'ajouterais juste pour les prélèvements sur les enrobés, on a aussi les HAP. Les hydrocarbures, en fait. Aussi. Aujourd'hui, les méthodes de recherche, elles simplifient sur beaucoup de produits, ce qui est normal, c'est bien, mais c'est vrai que la technologie évolue, les rapports d'analyse évoluent aussi, ce qui va évoluer, et ça sera plus que sensible, ça va être les coûts qui vont devenir de plus en plus importants par rapport à ces obligations de recherche. Très bien. Je prends la suite. Ça concerne le numéro 2025-071, 072 et 073. C'est surtout à titre d'éclairage. On est sur les travaux de sécurisation des loges et de l'espace culturel des Vikings. Il y a beaucoup de marchés, c'est soit de l'infructuosité, etc. Que comptez-vous faire pour poursuivre justement la réhabilitation de ces loges de l'espace culturel des Vikings? Le marché est relancé, un nouveau marché est relancé tout simplement. La réponse est pour le 2 juin. Oui. Ce sera ouvert très vite et le délai reste le même. Les entreprises qui vont répondre devront exécuter pendant les vacances d'été. En fait, j'avais cette crainte parce qu'on avait quand même prévu une réouverture. Non, mais tout à fait, mais tout est prévu. Tout est prévu. Oui, on a été obligé d'annuler le marché pour la cause classique d'intérêt général. Et c'est pour ça qu'on a relancé un autre marché. Mais voilà, on n'était pas informés. Très bien. Non, mais très bien. Après, c'est la numéro 74, solliciter une demande de subvention au titre de la DTR pour des travaux de sécurisation de la voirie communale. Très bien. Quels sont ces travaux et le montant que vous demandez en termes de DTR?
Oui, par rapport à ça, c'est une demande de subvention auprès de la DETR. D'ailleurs, en même temps, on va solliciter aussi la communauté de communes dans le cadre des fonds de concours sur ce plan-là. Et Et le travaux montant, attendez, je vais vous le Le dire. montant et les travaux. C'est la numéro 14. Elle est là. Elle est là. C'est la 14. C'est la 21. La 21. La 21, elle est là. C'est tout numéroté, vous savez. 18. J'en doute 19. pas. La 21, la voilà. Il y a, par rapport à ce point-là, une demande de subvention sollicitée au titre de la DETR pour les travaux de sécurisation de la voirie communale. Elle est demandée à la hauteur de 30%, habituellement, comme toujours. Et on attend aussi la demande de subvention. On attend maintenant la DETR. Les décisions vont tomber prochainement, puisqu'il y a les décisions DETR, les premières devraient tomber autour. Il y a une commission qui doit se tenir le 23 mai prochain, donc ça s'approche. Et nous avons aussi sollicité la communauté de communes dans le cadre des fonds de concours. Et après, évidemment, on va aussi travailler aussi sur la possibilité de la dotation de soutien à l'investissement pour avoir aussi peut-être un point supplémentaire. Merci de votre réponse, mais elle est en valeur relative. Et donc, valeur relative de quelque chose que je ne sais pas. Quel est le montant global Je vais vous le dire. Ça, attendez. La patience, c'était toujours importante, la Bien patience, entendu, vous savez très bien. bien entendu. Il faut écouter, ne pas se J'ai fermer. écouté une valeur relative et je n'ai pas écouté un montant. Ne pas se fermer. Le montant de l'opération est estimé à 111 485 €. Et quels sont les travaux qui sont prévus? Alors, ce qui est prévu, c'est aménagement sécuritaire au carrefour des rues Rodin et Mont-Asselin, amélioration de l'accessibilité de la sécurité rue de Bailly, et marquage de passage piéton et pose de panneaux lumineux pour passage piéton également. Et ensuite, après, tout ce qui est études diverses pour mettre à bien ces travaux. Alors, merci, nous aurons éclairé nos administrés, Monsieur Labert. Je suis content de vous éclairer beaucoup ce soir. Oui, mais en fait, si vous m'éclairez aussi beaucoup d'administrés, parce qu'on n'est pas toujours informé. Après, je rappelle juste que ça a été présenté en commission attractivité, qu'il y a eu un compte-rendu et que vous avez eu l'ensemble des informations concernant les travaux de voirie prévus. en fin d'après-midi, et je n'ai pas eu le temps d'ouvrir. Donc après, j'ai encore un autre éclairage, comme quoi vous avez fait une demande, on a un dossier de candidature au GIP Normandie Expressionniste pour une exposition de Jérémy Liron, qui est quelqu'un qui travaille, qui est remarquable, un remarquable artiste. Et donc, c'est très bien de demander donc, une subvention, le plus élevé possible, mais à minima 10 000 €. Mais c'est quoi le coût de cette exposition? Alors, c'est laquelle comme? Alors, c'est la 23. 076. Donc, juste nous éclairer sur le coût de cette exposition. Puisqu'on dit une demande de subvention à minima La de 10 000 23, €. c'était considérant que le projet artistique et culturel de la galerie orienté sur la question du territoire et de ses ressources, avantage à s'inscrire pour la seconde fois au festival culturel de portée internationale, tel que porté par le groupe d'intérêt public qui s'appelle le GIP, Normandie Impressionnisme, de présenter ce dossier de candidature au GIP dans le cadre de ça, et s'établirait cette exposition de juin à septembre 26 et a été imaginée en réponse à l'appel à projet diffusé par le GIP. De solliciter auprès du GIP Impressionnisme toute subvention pouvant appuyer un projet, et l'exposition de M. Jérémy Liron est située autour à 10 000 €. Oui, voilà. Ça c'est la subvention, mais le coût de l'exposition? 10 000 €. Je viens de vous le dire. Alors pourquoi vous mettez une subvention à minima à 10 000 €? Pourquoi vous n'écrivez pas coût pour couvrir la totalité du coût de l'exposition? Il y a dans les communications, vous avez les résumés de la communication, et derrière, vous avez l'arrêté qui est signé par le maire ou ses adjoints lorsque le besoin s'en fait sentir. C'est 10 000 €. Merci. Je peux vous donner le nom de l'artiste, il s'appelle Jérémy Liron. Oui, je connais. D'accord, très bien. Très bien, c'est bon pour tout le monde? Merci. 2 secondes, le temps que je range mes documents, si vous me le permettez. Mais vous me le permettez, j'en suis sûr.
Question suivante. Fixation des tarifs municipaux en année scolaire à compter du 1er septembre 25. Alain Canac. Non. Yvette Duboc. Alors, parce que j'ai Alain Canac, là, c'est pour ça. Yvette Duboc. Oui, tous les ans, à cette époque, on fixe les tarifs pour la cantine pour le 1er septembre de notre année en cours. Et cette année, nous avons fait un léger changement et repris la fixation de ces tarifs par rapport aux quotients familiaux. On s'est aperçu l'an dernier que nous avions, à la demande de la CAF, intégré les revenus de la famille et les prestations de la CAF. Or, cela fausse tout à fait un prix pour l'année, puisqu'il y a tout de même des parents qui, au bout de 3 mois ou autres, changent complètement de catégorie. Ça nous faisait donc perdre par rapport au premier mois de l'année, c'est-à-dire le mois de septembre en fait. Ça a été contrôlé en décembre et on perdait environ presque 3 000 € par mois. Et bien entendu qu'on ne peut pas continuer de cette façon-là. Donc on est revenu à la même façon que l'on avait fait auparavant, M. Canac et moi-même d'ailleurs, et pour nous, la délib, c'était faire des tarifs en fonction des vrais revenus des parents. Parce que la CAF, c'est un plus, mais on ne l'a pas tout le temps. Et on ne l'a pas pour 2 ans ou pour 3 ans. Il suffit qu'il y ait un enfant aussi qui change d'année et que la CAF soit revue. Il suffit qu'un quelqu'un au RSA ou pas trouve du travail, c'est revu, et il ne faut pas oublier que c'est revu au trimestre. Alors que nous, ben non, c'était pour toute l'année. Donc c'est pour ça que je ne vous fais pas le détail de tout ce qui vous est expliqué, parce que je pense que vous pouvez le lire, et que ce n'est pas compliqué, vraiment. Et en fait, on avait basé le seuil de revenus de 0 à 500 €. Et donc, la tranche, on a changé déjà de 0 à 750. Et les autres tranches ont changé légèrement aussi, ce qui fait que de cette façon, nous ne serons pas spécialement gagnants, mais nous ne serons plus perdants. Je vous demande donc, bien sûr, de regarder et de procéder, on va procéder au vote. Toutefois, bien sûr, étant donné que l'accueil de loisirs accueille des enfants et qu'ils mangent à la cantine, il est évident que le quotient intellectuel, merci, le quotient de la CAF exclu, on arrive donc à la même répercussion. Par contre, il faut tout de même vous préciser qu'on a bien regardé et qu'en changeant ces tarifs-là, on n'a pas fait d'augmentation sur les bases de la cantine, du tarif initial de cantine. On n'a pas suivi l'évolution du coût du panier, etc. Non, tout à fait. Voilà. Tout à fait, l'inflation. Et il y a des exemples qui vous sont donnés. Bon, en fait, c'est pas quelque chose d'absolument faramineux. Je pense quand même que les parents peuvent payer 2,32 € un repas ou quoi, quand on sait que les repas reviennent aux alentours de 9 €. Il y a bien sûr aussi dans cette délib est fixé les tarifs de l'UEMA, les tarifs des nids, etc. Tout a été détaillé. Vous avez tout sur le projet de délib et sur les annexes. Est-ce que vous auriez une question particulière? Non. On peut procéder au vote, monsieur le maire? Oui, allez-y. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Donc, accepté à l'unanimité. Bien, merci. Délibération suivante. Renouvellement d'une convention d'occupation du domaine public communal pour le stationnement des agents
de la SNCF. Alain Canac, cette fois-ci. Oui, alors depuis 2021, une place de stationnement côté éclairé et contrôlée par les caméras avait été attribuée pour les agents de la SNCF, sachant qu'avant, ils allaient de l'autre côté, passer sous le tunnel, etc. Et certains, et surtout des femmes, ont été victimes ont eu des problèmes, disons. Et donc, on a accepté cette demande de la SNCF, moyennant, il y a 4 ans, une redevance annuelle de 120 €. La convention que nous avions à cette époque doit être renouvelée au bout de 4 ans, puisque c'était pour 4 ans, nous arrivons à son terme. Nous demandons là, la SNCF redemande le renouvellement, que nous acceptons, mais en augmentant et en mettant la redevance à 150 € pour les 4 ans qui viennent. Voilà, c'est tout simplement ça. Y a-t-il des questions? Juste une réflexion. Cela amène à un questionnement plus large de la gestion des parkings de la gare, parce qu'en fait, c'est très bien de garder un emplacement pour les agents de la SNCF, mais quand même, ce parking, il est relativement très très plein. S'il vous plaît, Madame Degnaud, revenons au sujet, la délibération concernant la convention avec la SNCF. Je propose de passer au vote. On va passer au vote, mais c'était juste une réflexion pour se dire qu'il faudrait qu'il y ait Ça n'a rien à voir avec la délibération. Il faudrait qu'il y ait une réflexion plus large. Merci. Merci. Restons disciplinés. Qui est pour? C'est mieux pour la clarté des débats. Très bien, merci. Restons concentrés sur l'ordre du jour. C'est plus sympathique. Délibération suivante. Adhésion de la ville d'Yvetot au club Yvetot Entreprise Synergie. Virginie Blandin. Donc effectivement, cette délibération est pour vous proposer l'adhésion de la ville au club Yvetot Entreprise Synergie pour plusieurs raisons. Un, l'importance du développement économique local et la nécessité pour nous de continuer et de renforcer les liens avec le tissu économique et les entreprises locales. Le deuxième point, c'est que le club qui a été mis en place par la CCI et qui regroupe des entreprises locales, c'est devenu un acteur reconnu qui favorise les échanges, la coopération et le développement des entreprises sur le territoire. Et le fait d'adhérer, ça nous permettra effectivement de mieux accompagner nos commerçants, nos artisans, nos entrepreneurs locaux et de participer activement aux initiatives économiques du territoire. Donc l'adhésion est de 250 € hors taxe pour l'année. Pour l'année, effectivement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Excusez-moi, mais la communauté de communes, on est également dans cette dynamique-là. Quels seront les rôles respectifs entre la ville et la communauté de communes? La ville s'occupe, comme d'habitude, des commerçants je dirais, locaux et des besoins spécifiques liés à leur implantation sur la ville. Oui. La communauté de communes a participé à la création du club en partenariat avec la CCI. Et donc c'est un club qui fonctionne bien, qui a des groupes de travail auxquels nous participons au niveau de la communauté de communes. Par ailleurs, comme vous le savez, la compétence commerce est une compétence partagée entre la ville et la Comcom. Donc ça me paraît d'autant plus intéressant que la ville participe également, soit partie intégrante de ce club d'entreprise. Donc jusqu'alors, on y participait en tant qu'invité, mais ça nous semblait normal d'être adhérent, je dirais, au même titre que les autres. D'ailleurs, nous sommes invités régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je propose de passer au vote. Qui est pour? Tout le monde adopté. Je vous remercie. Bien, merci. Délibération suivante. Convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville d'Yvetot et l'association Yvetot Athletic Club d'Yvetot. Alain Bressacher. Oui, bonsoir. Donc c'est la dernière convention pluriannuelle d'objectifs de l'année, de cette session. Nous avions voté le budget de la subvention lors du dernier conseil, mais pour pouvoir verser cette subvention, il fallait une CPO, puisque elle dépasse, la subvention dépasse le montant des 23 000 € réglementaires.
Donc le Trésor public attend cette CPO. Donc elle a été faite au vu des éléments qui nous ont été retournés par le club, et notamment sur leur projet. À remarquer deux choses. Le club aujourd'hui, c'est 630 licenciés et adhérents, une grosse structure, 3 salariés, et puis aussi une très très belle section féminine. Là, il y a aujourd'hui 70 femmes et filles qui jouent au football. Et donc, la volonté pour le club de développer une section féminine à part entière avec un futur ou une future salariée pour encadrer cette section et donner la plus belle part à ces dames au travers du football. Les mises à disposition, vous les avez. On est à peu près sur 90 000 euros. Tout le monde connaît le site du stade Avenue Foch. Donc 90 000 euros de mise à disposition, entretien, etc. J'avoue que nous avons chiffré le coût horaire de la mise à disposition des terrains synthétiques en particulier, au même tarif que le département, ce qui est assez faible, puisqu'en fait, il y a eu un très très gros investissement de fait il y a quelques années. Bon, ceci étant, l'équipement est quand même particulièrement bien occupé et met parfaitement en valeur à la fois le club et puis aussi la ville, qui a quand même là, au travers de cet équipement et de ce club, une très très belle image et je pense qu'il faut continuer à les encourager. Donc si vous n'avez pas de questions, je suppose, peut-être, non ? Donc je vous demanderai de bien vouloir autoriser, Monsieur le maire, à signer cette convention pluriannuelle d'objectifs et pouvoir verser la subvention. Ils vont être un mois un peu en retard par rapport aux autres. J'ai déjà vu ça avec le président il y a 15 jours. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc votez à l'unanimité. Je vous remercie et bravo pour leur travail. Merci. Et puis, pour reprendre un peu ce que vient de dire Alain, c'est aussi cette image de marque qui ressort, puisque dans l'entourage du monde de football, quand on recherche un terrain, on vient souvent nous solliciter. Comment ? Oui, dernièrement, c'est pour ça que je dis on est encore consulté. C'est un bon signe quand même pour l'image de marque de notre structure. Ensuite, je reviens à la délibération suivante. Les installations citoyennes, CME et CMJ. Céline Vivet. Oui, bonsoir à tous. Là, il s'agit ce soir pour le conseil municipal de valider les prochaines élections du CME et du CMJ. Le CME, pour mémoire, c'est une instance jeunesse qui est composée d'écoliers, de CM1 et CM2. Et le CMJ concerne les collèges. Et ces deux groupes qui se réunissent une fois par mois organisent des animations à destination de la jeunesse de la ville. Par exemple, le CME, pour l'instant, prépare des animations qui seront proposées le 14 juin lors de la fête de la jeunesse, alors que le CMJ prépare, lui, des activités pour les Olympiades intercollèges qui ont lieu maintenant depuis 4 ans entre les collèges de la ville. Voilà, donc je vous invite à voter pour l'organisation de ces nouvelles élections, parce que les instances jeunesse à Yvetot, elles sont importantes. Les jeunes, ils sont toujours présents aux cérémonies, à nos côtés. Très actifs, très actifs. Très actifs, très présents, très dynamiques, très souriants. Voilà, donc à l'automne prochain, on organise les nouvelles élections. Voilà, qui est pour ? Merci à tous, merci pour eux. On ne peut pas faire autrement, Céline. Bien, merci. Délibération suivante, la Galerie du Champ, enseignement, droit d'inscription et règlement. Bon, à l'absence de Jean-François Leperf sur ce point-là, je vais prendre cette délibération concernant le calcul des droits d'inscription, qui tient compte, comme nous le faisons habituellement, sur le domicile de l'élève, les tarifs RSA ou autres handicap,
Yvetot, hors Yvetot, imposable, non imposable, durée hebdomadaire des enseignements, du nombre de foyers d'inscription par foyer, puisque un tarif réduit de 20% s'applique sur le tarif hors fourniture dès la seconde inscription. Toutes ces dispositions et ces dispositifs qui permettent aussi à la Galerie du Champ de donner encore un peu plus de couleur aux choses et surtout de plus en plus d'attractivité, puisque la demande ne faiblit pas, bien au contraire. C'est quand même un point important, un point d'attractivité. Je ne parle pas de la partie expo, mais je parle du travail qui est fait dans ce cadre-là, qui est un travail de qualité et d'ailleurs qui est de plus en plus demandé par les familles sur ce point. Donc évidemment, liste des enseignements, il y a plusieurs types d'enseignements. Alors je ne sais pas si mon anglais sera facile. Coloring, atelier papier, observation, atelier composite, atelier riso pour les élèves de terminale, 12 séances de 3 heures le mercredi de 14 à 17 et ensuite enseignement adulte. Donc à partir de là aussi, exercice de style le lundi, exercice le mardi, un monde entier le mardi, autour du papier, technique mixte, volume céramique, modèle vivant, puisque nous avons aussi des modèles vivants, avec un tarif qui est aussi réglementé et réglementaire pour les personnes qui viennent poser. Le contenu des stages proposés pendant les vacances scolaires est élaboré ultérieurement pour correspondre au format horaire et tarification les jointes. Donc voilà, par rapport à ça, c'est le droit d'inscription avec derrière, évidemment, les tarifs, avec une augmentation, comme nous le faisons régulièrement, une augmentation qui tient compte aussi du coût de la vie et de l'inflation et tout ce qu'on peut rencontrer. Avec ce tarif sera calculé sur une base d'augmentation de 4%. Avez-vous des remarques? On peut passer au vote. Qui est pour? Des contre, des abstentions. Merci. Délibération suivante. Convention d'adhésion à la CANUT, groupement d'achat matériel informatique. Erléane Soulier. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, nouvelle convention concernant la CANUT. Donc ça doit vous rappeler peut-être quelques souvenirs parce qu'il y a quelques temps, on avait déjà voté en fait une adhésion, mais c'était concernant la téléphonie mobile. Et aujourd'hui, on vous propose d'évoluer vers le matériel informatique. Alors, pour rappel, la CANUT, effectivement, c'est une centrale d'achat. Donc, ça nous permet en fait d'adhérer au marché et puis de pouvoir accéder à du matériel informatique. Il y a 3 avantages à cette adhésion. C'est que ça nous permet, dans un premier temps, d'avoir une commande publique qui est sécurisée. On évite tout ce qui est formalité administrative, donc c'est-à-dire les consultations, publicités, etc. Et ça nous permet surtout de bénéficier de tarifs de groupe. En moyenne, on fait une économie de 20%. Donc pour illustrer un petit peu, si la collectivité achète toute seule un PC, qu'elle va dans une enseigne et qu'elle achète un PC, elle va le payer toute seule 900 €. En revanche, grâce à cette adhésion, on va bénéficier de 20% et donc on le paiera plutôt 700. Donc, je pense que M. Canac serait satisfait. Donc là, on vous présente la partie téléphonie. On avait présenté la partie téléphonie et là, on est sur la partie matériel informatique. Donc, c'est tout ce qui est PC fixe, PC portable, vidéoprojecteur, les tablettes, les écrans, etc. L'avantage de la CANUT, c'est qu'on n'a pas d'exclusivité, c'est-à-dire qu'on peut résilier la souscription d'une année sur l'autre. Et que l'adhésion est gratuite. Mais alors attention, parce que vous allez me dire tout de suite, oui, mais il y a un montant de 240 € qui est affiché. En fait, l'adhésion, elle est gratuite, mais on paye le tarif du marché auquel on adhère. C'est-à-dire que là, on va pouvoir accéder au lot matériel informatique. Ils sont là, les 240 €. Est-ce que vous avez des questions? Ok, dans ces cas-là, je vous demande donc de valider l'adhésion à ce groupement d'achat avec la CANUT pour le marché matériel bureautique neuf, d'autoriser la signature de cette convention pour une durée maximum jusqu'à l'échéance du marché, à savoir le 25 avril 2028. Comme je vous le disais, on peut résilier si besoin avant. D'autoriser le paiement de la cotisation annuelle d'un montant de 240 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents qui seraient la suite ou la conséquence de la présente délibération. Qui est pour? Ok. Pas de contre ni d'abstention. Merci beaucoup. Bien, merci. Une série de délibérations sur des sessions par la ville. Là, sur la délibération cession par la ville d'une parcelle cadastrée AH 628, 6 rue du Vieux Sainte-Marie,
à la SCI Tournier. Virginie Blandin. Donc je vais faire une vision globale pour les deux délibérations et puis je séparerai ensuite. La société AFA, comme vous le savez, a des grands projets de réaménagement et pour ce faire avait besoin d'avoir du terrain complémentaire, notamment pour construire son bassin de récupération des eaux pluviales. Et donc pour ce faire, ils nous ont contactés pour récupérer la partie qui était entre leur société et la voie de chemin de fer qui nous appartenait. Il s'avère que cette parcelle allait bien au-delà de leur périmètre et donc nous avons aussi contacté la société Tournier pour savoir si elle pouvait être intéressée par une partie de cette parcelle. L'objectif étant de ne pas garder un point enclavé que la ville aurait dû continuer à entretenir avec des accès à mettre en place en passant dans des entreprises qui sont notamment des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc ça découle donc de deux délibérations, donc une session pour la société Tournier, pour la parcelle cadastrée AH628 pour 315 mètres carrés, donc ce qui leur permet, je dirais, d'aller jusqu'à la clôture globalement. Et donc les domaines ont estimé cette parcelle à 4 € le mètre carré, ça fait un montant de 1 260 € net vendeur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette délibération pour la session à la SAS Tournier? Non, je propose de passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. La deuxième délibération est pour le reste de la parcelle et en fait on a plusieurs parcelles. Donc c'est les parcelles cadastrées H 224, 227, 237, 238, 239, 319 et 629. Ça fait 5975 mètres carrés. Donc la SCI Caméléon pour la société AFA nous a sollicité pour cette session. Donc on a une partie des parcelles, les H 224 et 227, qui ont été estimées par les domaines à 22 € le mètre carré et les autres à 4 € le mètre carré, ce qui fait une somme totale de 32 756 € hors taxe. Ça nous permettra, si vous l'acceptez, qu'ils puissent rester sur notre territoire. Je pense que c'est important de garder nos sociétés historiques quand on le peut sur le territoire. Une belle entreprise au demeurant. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Merci. Ensuite, cession par la ville de parcelles cadastrées section AI 682 et 81, 6 rue, 22 rue de Maupassant et 1 avenue Général Leclerc à monsieur et madame Leclerc Didier. Donc effectivement, je vais la globaliser comme tout à l'heure les deux délibérations. Vous savez qu'on est propriétaire des deux magasins rue Guy de Maupassant où il y a la mercerie et hangar voyage. La ville a souhaité effectivement céder ces immeubles et a donc proposé en priorité à ceux qui les louaient, à nos commerçants qui les louaient depuis des années, de pouvoir se porter acquéreurs. Et donc effectivement, suite à cette volonté, les deux commerces ont accepté d'acquérir les biens au prix qui était défini dans l'avis des domaines. Donc pour cette délibération-là, donc c'est l'AI 682 et 681, c'est la mercerie avec les étages, plus les millièmes qui correspondent aux places de parking sur la cour intérieure qui est côté départemental, donc pour un montant de 55 000 € net vendeur. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non. Je propose de passer au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Une abstention, Madame Degnaud. Merci. Délibération suivante, pareil, session de parcelle, et je crois que, comme vous l'a précisé Virginie Blandin, le micro s'était éteint, précisé Virginie Blandin, c'est une autre délibération qu'elle va vous présenter, qui fait la suite de ce qui a été dit tout à l'heure. Donc c'est le deuxième immeuble qui est à côté où
Oulia Hangar, en fait. Et donc, la même proposition leur a été faite. Ils ont accepté d'acquérir les biens. Là, on est sur un prix des domaines à 224 700 euros. Donc, ça comprend les deux parcelles. Donc, AI 683, 684, ça fait 82 mètres carrés, plus les deux box parking qui sont sur la cour intérieure. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Madame Antonio. Oui. C'était des biens que l'on louait. Oui. Quel était le total du revenu locatif de ces deux lots? On entend. Mettez votre micro face Quel à vous. était le total du revenu locatif de ces deux lots? De tête, je ne l'ai pas là. Je l'ai pas en tête. Il y avait un revenu locatif, certainement, mais il y a une volonté d'acquérir en plus, depuis un moment. Mais nous, enfin, ça fait des recettes pour la ville, on est d'accord. Et par contre, dans les dépenses, il y avait la mise aux normes énergétiques de l'ensemble des bâtiments. Et pourquoi on en a parlé en commission attractivité, on souhaite focaliser nos travaux de mise en conformité énergétique sur les bâtiments communaux à vocation de service au public, avant d'aller faire des travaux qui vont servir, je mets avec des guillemets, à des privés. Le fait qu'on le vende sans les travaux, ça leur permet un prix beaucoup plus abordable que si ça avait été rénové. Non, mais ça s'entend, tout ça, je comprends. Mais quelque part, la collectivité se prive de recettes. Alors, elle Voilà. ne se prive pas, puisque la recette, elle est faite là. Un point aussi qu'il ne faut pas ignorer, nous étions dans le cadre d'une copropriété, et une copropriété, nous avons des charges qui sont dévolues au nombre de tantièmes ou 10 millièmes en fonction du règlement de copropriété. En plus, sur cette zone-là, il y a aussi un mélange de copropriété et de propriétaires qui n'arrange pas les choses. Pour participer longtemps à ce genre de réunion d'assemblée générale de la copropriété, quand nous sommes en copropriété, nous avons des droits, mais nous avons aussi des obligations. Et les obligations, on ne mesure pas toujours. Lorsqu'il y a des travaux qui sont programmés, on subit en fonction de la décision de l'Assemblée générale. Ça, c'est un point aussi, et ça nous a permis aussi de s'exonérer de ces futures recommandations qui sont dues dans le cadre d'une Assemblée générale d'une copropriété. Ça aussi, c'est un point qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas le négliger, mais c'est quand même 580 mètres carrés qui étaient en location. Et le coût de location à Yvetot, il n'est quand même pas non plus donné. Et c'était quand même des recettes. Après, qu'on n'ait pas entretenu le domaine, c'est du ressort de X ou Y, on ne sait pas, d'accord, mais quand même, c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner. On n'est pas à 580 mètres carrés, on est à 41 mètres carrés qu'on vend à Madame Leclerc, et à Hangar, on est à 82 mètres carrés. Oui, on n'est pas à 580 mètres carrés. Donc c'est la délibération qui donne cette notion. Après, que restera-t-il en patrimoine locatif à la ville plus tard? C'est pas une réponse que j'attends. On en a encore un certain nombre. Ben justement, ça serait bien qu'à un moment donné, on fasse un point sur ce qu'on a en propriété et en locatif. D'abord, ce qui est réglementaire, tous les ans, c'est présenter les cessions, ainsi que les achats. Tous les ans, il y a un bilan qui est fait et qui est présenté au conseil municipal. Mais le bilan des cessions, ce n'est pas un bilan de ce qu'on a en patrimoine. C'est encore quelque chose de différent. Non, mais je sais bien, mais ça, c'est votre obligation, ce n'est pas la nôtre, cher ami. Non, mais c'est important quand même de savoir qu'est-ce qu'on a en patrimoine, qu'est-ce qui reste. Moi, je ne fonctionne que ce qui est réglementaire. Merci. Mais c'est important aussi pour nos administrés de savoir qu'est-ce qui peut rentrer comme argent. Ne vous en faites pas, nos administrés sont au courant, nous les informons en temps et en heure. Et l'ensemble est budgété dans le budget qu'on a voté. Vous avez la ligne sur tous les montants de location qu'on récupère. Et donc, c'est identifié dans le budget, mais pas de souci à ce qu'on le représente à l'occasion en commission. Parfait. Les commissions peuvent évidemment le présenter, mais ce n'est pas une obligation du conseil municipal. Voilà. On passe au vote ? Oui, pardon. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci. Merci. Délibération suivante. Offre de concours, un moment de belle couleur.
offre de concours d'un parent d'élève de l'école Jean Prévost pour la réalisation de fresques murales dans la cour. Élise Auchard. Oui, donc délibération numéro 14. Donc là, il s'agit d'un projet de création de fresques murales donc dans la cour de l'école Jean Prévost. Donc c'est en partenariat donc avec la directrice et une maman d'élève, Madame Elmaï. Donc nous propose 3 fresques murales donc qui s'inscrivent dans un projet pédagogique. Donc vous avez en annexe les photos et les implantations donc de celles-ci. Donc, dans cette délibération, on vous propose donc de fournir la peinture ainsi que le matériel pour mener à bien le projet. Et puis, on vous précise également que l'auteur, Madame Elmaï, des peintures autorise la publication et abandonne également ses droits d'auteur sur ces peintures. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, on peut passer au vote. Qui est pour? À l'unanimité. Je reprends le micro parce que je l'étais entre deux. Arnaud Mouillard. Bonsoir. Donc, il est proposé au conseil municipal de valider l'organisation par la maison de quartier dans le cadre de son accueil jeune d'un camp de vacances avec 12 participants qui aura lieu du 7 au 14 juillet prochain. Celui-ci se déroulera entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel en Ille-et-Vilaine, à Dole de Bretagne, au camping du domaine des Ormes. L'hébergement se fera sous tente avec du matériel appartenant à la ville d'Yvetot. Les déplacements s'effectueront avec 2 véhicules pris en charge par la ville. Ce séjour a été programmé en concertation avec les jeunes qui ont été intégrés au processus d'organisation via des propositions aux animateurs. Ils pourront aussi bénéficier d'une initiation au catamaran, à faire de l'e-foil. C'est une activité aquatique entre surf et paddle électrique. Voilà, c'est original. Une traversée de la baie du Mont-Saint-Michel et une visite de Saint-Malo et de ses remparts. Les autres activités plus courantes seront encadrées par les animateurs de la maison de quartier, parc aquatique, baignade, grands jeux, balades culturelles. Je précise que ce séjour profite à des adolescents dont bien souvent les familles, pour diverses raisons, ne partent pas en vacances. La ville d'Yvetot propose des tarifs par tranche que vous pouvez consulter en annexe, avec indépendamment des différentes aides existantes, un reste à charge pour chaque famille de 30 € minimum. Avez-vous des questions? Le conseil municipal est par conséquent invité à adopter le principe de l'organisation du séjour selon les modalités exposées ci-dessus, valider les tarifs proposés tels que déclinés en annexe en précisant que le reste à charge, toute aide déduite sera de 30 € minimum pour chaque famille et par jeune, dire que les crédits, dépenses et recettes sont prévus au budget de la ville 2025, autoriser Monsieur le maire à prendre toute disposition utile à l'organisation de ce séjour, ainsi qu'à signer tous les documents en permettant la réalisation. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Bien, merci. L'ordre du jour est épuisé. Vous, je ne pense pas. Simplement, pour votre information, nous inaugurerons le nouveau bassin que nous avons mis en place rue de la Plaine le 6 juin prochain à 16h. Je vous invite à y venir parce que c'est une superbe réalisation qui va s'accompagner d'un côté utile en matière de protection et risque d'inondation, surtout sur la rue et le voisinage. Et surtout, nous l'avons agrémenté de plantations d'arbres qui va donner, ce sera un lieu de promenade futur avec aussi des circulations PMR. Je vous souhaite à toutes et à tous une superbe soirée. Merci.